Donc c'est une très bonne idée. On est très content de présenter Le dos au mur de Jean-Pierre Thorne, réalisé en 1979 à partir de la grève de Saint-Ouen, dans l'Alsomme Saint-Ouen. C'est à la fois, à mon avis, un documentaire important dans l'histoire du documentaire, mais aussi du cinéma et du cinéma militant, puisque Jean-Pierre a été militant, a été ouvrier, est militant toujours, et est cinéaste militant. Tout ne se superpose pas forcément, et tout ne se confond pas forcément, mais il faut vraiment avoir ces différents adjectifs pour qualifier le travail de Jean-Pierre. Et l'engagement total de Jean-Pierre, à la fois dans son métier de cinéaste et en tant que citoyen. C'est le deuxième long métrage documentaire de Jean-Pierre, donc réalisé juste au moment où la grève de Alstom Saint-Ouen éclate. Il avait auparavant réalisé en 68, ça sort quelques mois plus tard, Oser lutter, oser vaincre. Et comme disait dans l'usine de Flins, comme disait Truffaut, il affirmait qu'il faisait toujours un film contre le précédent. On peut dire que le dos au mur est peut-être fait contre Oser lutter, oser vaincre. Tu disais souvent que ce premier film, tu le trouvais, Oser lutter, oser vaincre, que tu apprécies toujours, il est d'une très grande beauté plastique, mais tu le trouvais souvent allant à la serpe et par trop dogmatique. Et entre 68 et 79, il y a une information capitale qu'il faut donner à propos de Jean-Pierre, c'est que Jean-Pierre a travaillé en usine, dans l'usine qu'il va filmer de l'intérieur. Et c'est pour ça que dans l'histoire de documentaire, si ce documentaire est aussi à mon avis réussi, c'est que le regard de Jean-Pierre n'est pas extérieur à l'usine, mais au contraire vient de l'intérieur. Tu connais les postes de travail, tu connais les gens, les camarades ou les non-camarades avec qui tu as travaillé, et donc ça te permet à la fois d'avoir un regard, à mon avis, juste. En même temps, ça me paraît un film aussi important dans l'histoire du cinéma militant qui commençait à décroître. On est à la fin des 70, le film va sortir en 80-81, dans sa capacité aussi à ranimer des collectifs. C'est un film de Jean-Pierre Thorne qui bénéficie de collaborations multiples, de noms importants, à mon avis, dans l'histoire du cinéma militant. Il y a Bruno Muel qui a fait une partie des images. Il y a Eric Pitard, hélas, qui nous a quittés, qui en a fait une autre. Il y a Chris Marker qui a donné un coup de main pour la réalisation de ce film-là. Donc, comme tout film militant important, c'est le moment aussi de conjonction entre différents réseaux militants qui vont apporter leur soutien à la réalisation du film. Et comme c'est un film de cinéaste, de militant et aussi de cinéphile, on en parlera après, Jean-Pierre a fait un énorme travail sur le son, sur la musique, on pourra en reparler après. Jean-Pierre était aussi cinéphile et il est à ce moment-là sans doute influencé tout à fait légitimement, avec une influence qu'il intègre parfaitement, du chef-d'œuvre de Barbara Koppel, Arlen County USA, qui avait été réalisé quelques années auparavant et qui était un succès dans le cinéma militant et pas seulement dans le cinéma militant. Voilà pour une œuvre forte. Jean-Pierre a travaillé 7 ans, je disais 8 ans dans cette usine. Il a quitté l'usine parce que les utopies politiques commencent à décroître, parce que la fatigue commençait à apparaître, et en même temps, juste après avoir quitté l'usine, des camarades l'ont appelé, ont dit « Jean-Pierre, viens avec ta caméra, la grève a éclaté ». Donc Jean-Pierre s'est mis au service de cette grève, il a filmé donc de l'intérieur, il fait le point aussi sur certains... un désarroi politique qui pointe. Ça ne veut pas dire que ça enlève sa rage et sa colère. Hein. C'est bien ça? Oui, j'aurais pas grand-chose de plus à dire. Ce que je voudrais surtout dire, que je suis très fier d'être ici au Méliès, parce que voilà, c'est une salle qui existe par la lutte de ses spectateurs et de ses salariés. Je suis très admiratif de la radicalité, l'exigence. On n'a jamais cédé. Stéphane, à mon avis, a amené cette lutte, a apporté sans arrêt de la conscience pour qu'elle soit menée. Et puis les associations comme Rancard au Méliès et Séisme, vraiment, c'était des manifs où on était 500 dans la rue. Je suis extrêmement admiratif de cette énergie qui a permis à cette salle, à l'indépendance, de continuer à exister. Et si vous n'aviez pas été là, je ne serais pas là ce soir à présenter ce film. Voilà, donc c'est bien parce que la prochaine direction t'aurait censuré parce que tu étais trop présent à nos côtés. Et franchement, parmi les raisons pour lesquelles on a venu, il y a la présence de quelques cinéastes importants dont tu es évidemment au premier rang. Enfin, voilà. Alors pour juste compléter ce que dit Tanguy, ce film est très particulier puisque mon premier long métrage, j'avais fait des courts métrages avant, mon premier long métrage, Oser lutter, oser vaincre, Flins 68, est tourné à Flins,
une usine où il s'est passé énormément de choses, qui est un peu un symbole de 68, où un étudiant, Gilles Totin, a été noyé par la police. Bon, voilà, donc c'est vraiment des événements qui, à l'époque, en 68, nous ont beaucoup marqués. Et moi, en sortant d'Oser lutter, je trouvais que je trichais à parler du mouvement ouvrier sans vivre la condition ouvrière. Et du coup, je suis allé m'embaucher à l'Alstom. Et très vite, j'ai fait du syndicalisme. Et vraiment, c'est un film d'hommage à mes potes. C'est un film d'amour à la classe ouvrière, j'allais dire. Et je suis très heureux de l'avoir fait. Donc il est très particulier parce que j'ai cette possibilité-là d'aller... De chercher des personnages, d'aller les... voilà. J'avais vraiment que deux idées en tête quand j'ai fait le film. C'était montrer que c'est pas une masse uniforme, qu'il y a des différences. Donc les femmes, les hommes, les copains immigrés, les vieux militants, les non-syndiqués. C'est extrêmement riche, le mouvement ouvrier. J'ai eu cette chance de pouvoir tenter de le capter. Et puis l'idée aussi que je voulais faire un grand western social. C'est-à-dire, j'avais vu le film de Barbara Koppel, effectivement, et j'avais envie que ce film touche un public au-delà des militants convaincus, mais un public large. Ce film n'est jamais passé à la télévision française, je tiens à le dire. Voilà. Et donc, heureusement qu'il y a des salles indépendantes. Pour le passé, il a énormément tourné, et grâce au travail qu'a fait Tanguy Perron, il y a eu une réédition en DVD qui a contribué à lui donner une deuxième vie, et il continue à tourner et à alimenter des débats dans le monde du travail aujourd'hui. Bon, je ne veux pas... Et on les discutera tout à l'heure. Voilà. Et dans le livre DVD, d'ailleurs, il y a un texte de Nicolas Sfeld aussi qui parle de l'établissement, parce que tu as été ouvrier établi, et justement, on parlera peut-être de cette notion-là. Je salue Marcel Tria aussi, parce que je ne vais pas saluer tous les spectateurs aussi, mais c'est l'histoire ouvrière de la Seine-Saint-Denis, et on avait sorti un DVD étranger, qui est aussi une histoire ouvrière et immigrée, les deux sont très liés, de la Seine-Saint-Denis. Donc, alors, bonne projection. Ouais, juste dire la qualité technique, on est obligé de vous passer le film en DVD parce que, bon, là, il y a des très bons projecteurs, mais parce que le film est tourné en 16 mm, à l'époque la vidéo n'existait pas, et aujourd'hui les salles sont plus équipées en 16 mm, donc vous allez voir une copie. Mais enfin, je pense qu'on a bien réglé la projection, que ça devrait bien se passer. Voilà. Merci. À tout à l'heure, merci à tous. On laisse. Bonne soirée. Merci. Je ne peux pas rester, mais j'ai juste une question. Oui. Qu'est-ce que ça a donné le procès? C'est peut-être la seule chose qu'on ait gagnée, c'est le fait que la gauche soit arrivée au pouvoir au bout de 6 mois. Mais enfin, on a quand même été 150 convoqués au Quai d'Orsay. Moi-même, j'ai été convoqué. Enfin, en fait, l'amnistie de 81 n'a pas concerné que les généraux de l'OS, mais aussi les syndicalistes. Et du coup, il y a eu le procès a été reporté sine die et il n'y a pas eu de condamnation. Mais ça a foutu vraiment la merde dans la boîte parce que des gens disaient que d'autres avaient parlé, et ils sont arrivés à en faire parler certains. Ça a vraiment foutu la zizanie, et c'est en même temps qu'il y a eu des licenciements des copains du comité de grève, qui était un peu l'âme du mouvement. Et voilà, ça a vraiment contribué à beaucoup diviser le mouvement. Et la tradition de répression ne date pas enfin, vous le savez, des 8 salariés de Goodyear. Oui. Et en fait, ce qui est arrivé aussi, tu parlais des licenciements, et beaucoup, comme tu le dis, ont pris leur sac, ont fait leur compte, ont quitté... Notamment Henri, que vous voyez à la fin, que j'ai retrouvé, enfin c'est des copains que je revois, ou comme les copains les Tartampions qui font partie d'aucun machin. Tous ces copains, bon, en tout cas Henri a pris son compte 6 mois après, parce qu'il était écœuré par les règlements de compte qu'il y a eu internes à la CGT. Il a refondé la CGT dans une autre boîte, voilà. Et il est à la retraite aujourd'hui. Un des 3 Gérard Craplet, a pris son compte aussi. Mais quand il parle de cette grève-là, maintenant, c'est un entretien qu'il a donné à Fanny Domero, qui est journaliste de l'Humain, et qu'on a reproduit, journaliste à l'Humanité, qu'on a reproduit dans le livret. Quand il disait, cette grève-là, pour moi, c'était mon western. Alors, après une période de deuil, d'amertume, il disait, c'était le moment où j'ai le plus vibré, où les souvenirs les plus positifs de mon existence de salarié et de syndicaliste sont là. Donc, effectivement, il y a toute une période aussi, mais maintenant, on est passé à une espèce de revendication avec fierté de cette grève-là, de tous ceux qui ont participé.
Et même quand on met bout à bout les revendications arrachées, il y a le sentiment de la défaite obtenue. 50%, j'avais étudié ça, 50% des revendications sont quasiment obtenues. Mais il y a tellement d'amertume, de licenciement, de menaces de procès, que le sentiment de la défaite est présent au moment de la reprise. D'ailleurs, on pourrait t'interroger après sur le sentiment de défaite, de victoire, ta part de cinéaste et militant sur cette mise en scène de ce sentiment. Mais peut-être qu'on pourrait poser des questions avant que vous en posiez aussi sur toi en tant que metteur en scène, puisque c'est une grève qui est mise en scène comme ça. C'est une grève qui est mise en scène. D'ailleurs, je trouve l'ouverture très belle. La façon, il y a un côté brechtien, c'est comment la grève est racontée par cette femme de manière au téléphone, comment elle dit, voilà, elle énonce les revendications, et ça c'est un moyen très précieux et marrant qui sera imité par d'autres après, mais au lieu d'avoir le énième plan sur l'usine arrêtée, sur l'usine en grève, sur les machines arrêtées, toi tu as trouvé ce truc quasiment brechtien au montage. Et raconte le récit, raconte la grève, on est déjà dans le récit. Mais moi je pense que c'est important, une grève c'est toujours des moments de joie extraordinaires. Les gens sont beaux, d'un seul coup ils se découvrent fiers et ils ont une joie, enfin on le voit. Et justement c'est ce que j'ai essayé de ressortir par le montage, c'est qu'au début ils sont tout fous, quoi. Et ces affiches qu'ils mettent au plafond, comme là aussi le fait, le coup d'état du mouvement ouvrier, c'est que le petit gamin puisse voir la place de travail de son père, de son oncle. Ça, c'est des choses extrêmement importantes. C'est vrai que les enfants ne savent pas où bossent les parents. Et moi, c'est tout ça que j'ai essayé de montrer. C'est ces rires, c'est les copains qui lisent les notes internes où on voit comment on est fiché par les agents de maîtrise, le délégué qui est la bête malfaisante de l'équipe. Tous ces petits trucs où d'un seul coup, comme dit un des grévistes, on a pris la force sur eux, on a pris le pouvoir sur eux, et bien contents, quoi. Il y a une espèce de fierté, ils nous ont fait chier, mais maintenant à nous de les faire chier, quoi. Et ça, je trouve, c'est très important dans un mouvement. Et moi, ce que je voulais montrer aussi, c'est qu'à la base d'un mouvement, c'est jamais seulement des grèves, des conditions économiques. C'est vraiment le mépris. C'était une boîte très particulière, on était très mal payé, mais où la maîtrise était souvent des gens qui étaient des gardes-chourmes, comme ils disent, c'est-à-dire qui n'avaient pas... Autant, des fois, on est plus respecté par les ingénieurs à un poste supérieur, parce que, bon, ils font gaffe, ils ont affaire des travailleurs, ils savent qu'il ne faut pas les mettre contre eux et tout. Autant nous, on a eu plein de problèmes, des problèmes de racisme, on est arrivé à faire condamner la direction. Un des copains qu'on voit, celui qui dit « ce sera notre histoire », c'est un copain algérien, qui a monté avec moi le syndicat avec un copain italien. Et on a fait condamner la direction d'Alstom peut-être 3 mois avant que démarrer la grève. Et je pense que c'est un facteur idéologique qui a été très très important, parce que quand on allait au tribunal de Bobigny, on y allait en car pour défendre Oumad. Et en fait, le patron a dit à Destug, c'est le grand patron que vous voyez quand on est dans la rue autour de lui, qui dit « mais vous avez jamais demandé à nous voir ». Enfin, il ment effrontément, et moi je suis content d'avoir cette séquence. Et donc là, quand on est à Bobigny, le juge dit à Destug « mais d'abord, monsieur Destug, retirez les mains de votre poche ». Et la salle a éclaté de rire, parce qu'on était tous là. Et le fait qu'il ait perdu son prestige, ça a été un élément déterminant pour le déclenchement de la grève, 3 mois après. Voilà, ce sont des petites choses comme ça, c'est-à-dire le ras-le-bol de l'oppression, et je crois qu'on ne le montre pas assez, que c'est pas seulement le problème. Bon, on est mal payé, mais pas seulement, quoi. D'ailleurs, dans ton film, à plusieurs fois, et surtout à la fin, apparaît le mot dignité. Donc il y a une revendication de dignité, de la dignité. C'est vraiment un mot récurrent, comme les grandes grèves ouvrières qui aura lieu en 82 à Citroën-Aulnay, justement le mot dignité. Et ça marque beaucoup chez Travers Émigré aussi, apparaît et revient aussi, des grèves pour la dignité. Mais ce que je voulais peut-être te faire dire, c'est que, en t'amenant peut-être vers des questions de mise en scène, et moi je pourrais ensuite reparler du contexte historique et politique, mais à la fois c'est un film, à mon avis, un documentaire réussi, parce que tu as réussi à capter une libération de la parole, mais ça, effectivement, beaucoup de mouvements de grève sont des libérations de la parole, c'est-à-dire que l'ouvrier s'exprime sur leurs conditions de travail, une parole jaillit, ils peuvent faire montrer, faire partager un lieu privé à leur famille, donc c'est ce que tu disais aussi. Donc là, effectivement, c'est intrinsèque à la grève, c'est ce mouvement de libération.
Mais aussi, il y a le fait, comme je disais, c'est le fait que tu aies travaillé en usine pendant 8 ans à l'intérieur, tu sais filmer ces paroles ouvrières, tu sais filmer ces postes de travail. Tu ne vas pas seulement prendre des images de bras zéro, comme on peut voir en Journal de 20 heures, en quelques images comme ça. Mais aussi, tu as des questions, de mise en scène. À la fois, il y a du cinéma direct, beaucoup de cinéma direct, et à la fin, effectivement, tu captes une inventivité ouvrière, la table, une créativité ouvrière, mais il y a ta propre créativité. Comment tu as fait fonctionner ce collectif, avec Bruno Muel, avec d'autres, Eric Peter, est-ce que tu les as laissés filmer? C'est des très bons opérateurs, la scène de l'opéra, de la bourse, c'est Bruno Muel qui est au cadre. Mais tu les diriges, tu les gardes au montage, comment tu procèdes? Aussi, il faut citer Robert Millet et les productions de la Lanterne. Robert Millet, c'est lui qui a fait la séquence de la table, qui est décédé aujourd'hui. Je ne sais pas comment dire. Moi, j'ai rien inventé. J'ai su simplement qu'il y allait avoir cette séquence. J'ai trouvé ça tout de suite génial. Parce que le problème de ce film, c'est que c'est du 16 mm. 16 mm, ça coûte cher. Et donc tous les soirs, je partais avec ma petite mob dans Paris voir un groupe militant pour leur demander, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner de la péloche et puis on verra après si je peux vous rembourser. Enfin, et donc je suis allé chez Iskra la veille, je me rappelle, et j'ai rencontré Chris Marker. Pour moi, ça a été déterminant. Chris m'a dit tout de suite, je peux venir faire des photos et puis je te sors la péloche que j'ai. Voilà. Et donc il est là, on le voit passer derrière, et lui, il allait plus vite que moi parce qu'il prend des photos, et ces photos, il me les a données peut-être 24 heures après, et en fait, les copains l'ont tiré sur les photocopieuses de l'usine, et partout elles étaient affichées, où on avait avec les revendications, et c'était une chose très déterminante aussi, c'était de montrer que voilà, ils étaient obligés de nous écouter, de nous parler, on n'était pas des moins que rien, quoi. Et ça, je trouve que le fait que Chris soit venu tout de suite avec cette ouverture d'esprit, c'est rare dans le cinéma de voir des réalisateurs qui sont à ce point-là. Et si on revient sur des collaborations militantes et cinématographiques, il y a Robert Millet, il y a Chris Marker. Et puis Bruno Muel. Bruno, moi j'avais déjà filmé avec lui sur Oser lutter, oser vaincre, les plus belles séquences le matin quand le piquet de grève est attaqué par la maîtrise, où on sort les lances à incendie. C'est Bruno qui est au cadre, et Bruno, c'est formidable de travailler avec lui, on aime tellement les gens. Moi je me rappelle là par exemple, à un moment donné la nuit avec les chariots qui roulent dans la nuit, j'aime beaucoup cette séquence où ils s'amusent en fait, ils jouent à la guéguerre. Alors qu'en face, eux, ils jouent pas. Eux, ils s'y préparent vraiment à la réoccupation de l'usine. Et en fait, on était allé avec Bruno, on voulait filmer ce piquet de grève, et puis ils nous ont offert à boire. Et puis c'était un moment tellement chaleureux qu'avec Bruno, on s'est fait un clin d'œil, on a dit allez, on reste avec eux, on filmera demain. Parce que c'était le plaisir de partager avec eux ce moment rare de convivialité. Je crois que c'est ça ce film. Pour moi, c'était formidable parce que dans cette usine, j'étais venu comme le loup blanc. On voit le patron s'adresse à moi. Alors, monsieur Thorne, quand même, vous voyez bien que la majorité est contre la grève, enfin, etc. Et on se demande ce que vous faites là, comme il dit. En fait, ce qui était vraiment formidable, c'était pour moi de revenir avec une caméra en tant que cinéaste. Parce que j'ai caché pendant 8 ans que j'y étais, que j'étais cinéaste. Et finalement, ça me faisait beaucoup souffrir. On me disait, mais pourquoi j'ai suis dans cette usine en cachant ce que j'aimais dans la vie? Et le fait d'avoir pu revenir avec la caméra, c'était un moment de grand plaisir pour moi de filmer. Et je pense que ça se voit, ça se sent dans l'amour que j'ai de tous ces gens dont j'ai partagé l'existence et qui sont des gens qui ont une intelligence de la vie, qui sont cassés par plein de problèmes, mais qui sont dignes, quoi. Ils sont debout. La scène, comme dit Gilles Bagigo, est aussi très belle, comme ça, il sort sa feuille de paye de son portefeuille. Mais est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ou des observations? N'hésitez pas. Oui. Bonjour. C'est Stéphane qui décide. On vous entend, mais je peux venir jusqu'à vous. D'accord. Merci pour votre film, j'étais très intéressé. Moi, je fais une thèse, je travaille sur la restructuration urbaine et notamment à Saint-Ouen et sur le site des docks. Donc aujourd'hui, il y a un grand projet urbain, il y a toute
une partie de ce que je vous montrais qui n'existe plus. Et du coup, enfin, ils ont gardé une sur les 3 halles. Ouais, je sais. Donc c'était très précieux d'abord, à titre personnel pour moi, de pouvoir voir ce qu'il y avait avant. C'était très instructif. J'avais une question qui est un peu traitée en filigrane dans le film, et justement, le contenu du film évolue un peu là-dessus. C'était sur finalement la position de la municipalité, parce que c'est un peu l'absente du film, même si on remarque qu'elle a l'air d'évoluer un peu cette position, parce qu'au début on dit, bon bah, on entend des grévistes qui disent elle n'est pas là, ensuite on entend au bout du 30e jour qu'elle envoie un délégué, et puis à la fin, le monsieur qui exprime un peu ses regrets devant les murs dit, bon bah la municipalité elle a fait ce qu'ils ont fait pour tous les grévistes, donc j'aurais aimé savoir si vous pouviez en dire un peu plus, d'autant qu'à Saint-Ouen, mais c'est pas la seule, c'était quand même une municipalité qui était plutôt ce qu'on appelait la banlieue rouge, et qui ont tout du moins affiché un engagement à côté des travailleurs. Notamment, il y a eu d'autres grandes grèves à Saint-Ouen comme l'usine Wonder, où là je crois qu'elle est assez impliquée, donc j'aurais bien aimé avoir vos sentiments là-dessus. Oui, bien sûr. Bon, là, c'est la maire, c'est Paulette Faust, qui est donc du PCF. Je pense que cette grève était pas du tout appréciée par le PC à l'époque quand on a démarré. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est beaucoup de jeunes, que les cadres étaient contre, ils n'étaient pas dans la grève au début, ils nous rejoignent après, on en voit un d'ailleurs dans l'Assemblée Générale finale. Donc c'était une grève gauchiste, quoi. Et en fait, les copains, ils sont allés parce que Belfort avait démarré et ils se sont dit, nous, on ne peut pas rester en reste. Et c'est vrai que je pense qu'il faut le replacer dans le contexte. Je crois que le fond du problème, c'est que pour le PC, il y a la question du programme commun de la gauche et qu'on attend principalement que les élections qui vont avoir lieu 2 ans après transforment socialement. Donc on utilise, moi c'est l'analyse que je fais aujourd'hui, hein, on utilise le mouvement social, on le met en avant pour montrer, ça fait les premières pages de l'UMA, c'est insupportable, la société capitaliste, N'empêche qu'on n'appelle pas à ce que dit Henri à un moment donné, en tant que militant de la CGT, on n'appelle pas à la généralisation des luttes, on dit que le mouvement n'est pas prêt, et résultat, on leur donne 20 lits, c'est-à-dire, c'était vraiment rien, au niveau de la solidarité, c'était rien ce qu'on a eu. Donc ils ont essayé, eux, de fabriquer des pièces, ils essayaient d'aller... Il y a eu des cartes postales, il y a eu plein de petits gestes comme ça pour essayer de ramasser. Mais le mouvement est mort aussi du fait que les gens étaient affamés, ils n'avaient plus un rond au bout de 42 jours de grève, vous imaginez. Et donc, moi, c'était très compliqué, parce que, y compris quand le film a été fini, la municipalité ne voulait pas nous laisser de salle pour le montrer à tous les grévistes. Et donc, il a fallu qu'on fasse une pétition avec des copains du comité de grève, c'était les Gérard, mais avec des copains de la CGT, comme Henri, tout ça, puis tous les jeunes, les soudeurs qu'il y avait autour de lui, qui étaient vraiment des gens formidables, et puis des copains de la CFDT, mais pas tous, parce qu'il y avait aussi les grands dirigeants de la CFDT, qui étaient plutôt Humanité Rouge, qui étaient des groupuscules, qui avait dans la boîte, qui n'étaient pas contents du tout, qui disaient que on ne montrait pas assez que c'était une grève victorieuse. Et du coup, tous ces copains, on a fait une pétition, on a été 300 quand même, et on a apporté ça à Paulette Faust, qui a été obligée de nous laisser une salle. Et quand on a eu la salle, c'était formidable. Chris était venu faire des photos, il y avait 600 personnes, et pendant la projection, les gens réglaient leur compte. Et quand il y a le petit Rocky qui dit « je suis pas syndiqué », il y avait un autre dans la salle qui lui disait hey, « Radin, tu veux pas payer ton timbre ?» Et c'était génial. Pendant le film, les gens parlaient sur leur histoire. Et là encore, les responsables du PC, enfin bon, celui que nous on appelait le curé, qui était un prêtre ouvrier, qui était aligné sur le PC comme c'est pas possible, et lui et les copains de l'Humanité Rouge ont refusé de venir participer au débat, alors que ça aurait été passionnant de voir leur point de vue. Et c'est marrant, donc je partage quasiment la totalité de ce que tu as dit par rapport au contexte politique, mais j'ai envie de compléter en fait pour certaines choses. C'est marrant parce que ce film-là, vous avez dû l'imposer à Saint-Ouen, et pour qu'il soit intégré par l'histoire de Saint-Ouen, ça a pris quasiment une génération. C'est pour ça que je parlais du temps du deuil après une grève perdue. Et maintenant, il est revendiqué, il est assumé. Mais tu l'as passé donc juste à la sortie en 80. Après, je l'ai repassé, mais 20 ans plus tard. Et des gens qui ne l'avaient pas vu, mais qui étaient persuadés que c'était un mauvais film,
parce que fait par un sale gauchiste, me dit, mais il est bien ce film. Je pense à Godard, par exemple. Mais il a fallu 20 ans, 25 ans pour qu'il s'autorise à voir le film et à avoir un jugement positif sur le film. Et Bernard Lefebvre, celui que tu appelles le curé, on l'appelait le curé, qui est très souvent présent à l'écran. D'ailleurs, je te dirais ça, tu filmes moins ton camarade de la CFDT que ton camarade rival de la CGT. Ce prêtre, j'ai pas réussi à le contacter. J'ai réussi à lui faire envoyer le DVD. Je l'ai eu enfin au téléphone. Il dit, mais franchement, donc il avait quitté la prêtrise, il s'était marié, il avait des enfants, il avait perdu la foi. Et c'était à l'époque, c'était un prêtre communiste. Il m'a dit, mais il y a plein d'enjeux qui me dépassaient complètement, quoi. Ah ouais, non, grâce à ce film et à ce bouquin qui accompagne, j'ai compris une partie des enjeux. On était dépassé par les enjeux. Et le but du livre aussi, c'était d'expliquer des enjeux qui sont sous-jacents dans le film, qui ne sont pas là, qui ne sont pas explicites. Pour revenir sur le contexte, la mairie a fait un peu plus que dit dans le film et que la souvenir, c'est qu'elle a payé. Alors elle dit c'était normal pour les mairies communistes. Et c'est vrai que c'était normal, mais voir quelles sont les mairies qui le font aujourd'hui. La mairie a payé les repas aux grévistes ou alors gratuits pour les enfants de grévistes. Les enfants de Saint-Ouen ou gratuits pour les enfants de grévistes. Mais c'est vrai que c'est tout à fait vrai, tu as tout à fait raison. Le PCSGT n'ont pas du tout fait une lutte symbolique. Comme ils étaient en capacité à l'époque de le faire. Comme ils l'ont fait, comme le dit pour Rateau, qui était une lutte emblématique de 1974, pour Sonolore, où ils ont envoyé des militants de tout le département pour expulser les policiers qui avaient occupé l'usine. Donc ils l'ont réoccupé comme ça. Donc il y avait effectivement une décision confédérale de ne pas faire une lutte emblématique. Pour les raisons que tu dis, alors à la fois c'est la grève du centenaire à Belfort. À ce moment-là, à Belfort, il y a une grève extrêmement importante qui est partie d'une grève pour la dignité. La direction de Belfort, c'est l'usine mère, l'usine centre, l'usine phare, celle de Belfort, c'est pas celle de Saint-Ouen. Et ils ont fait des travaux complètement dispendieux pour commémorer le centenaire. Ils ont donné des montres aux ouvriers. Et ça, c'était vécu comme une insulte aussi. Et donc, c'était aussi une grève pour la dignité. Et ils se sont lancés dans les grèves, mais c'est une grève unie, cadre, ingénieurs. La CGT pensait beaucoup à regarder du côté des ingénieurs parce qu'ils pensaient que le monde du travail évoluait, là, n'avait pas tort. Mais il y avait une grève unitaire ouvrier et cadre. La grève de Saint-Ouen était partie sur d'autres bases. C'était plus une grève prolo, avec une maîtrise, et donc ça déplaît à la CGT. En plus, effectivement, elle est plutôt enclenchée par des éléments d'extrême gauche de la CFDT, donc ça déplaît forcément à la CGT, même si elle est majoritaire, mais elle suit le mouvement, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais au niveau confédéral, la CFDT en 1979 commence déjà à se débarrasser de ces gauchistes, après le congrès de Brest. Donc c'est une grève mal vue par deux confédérations. Alors, la mairie fait ce qu'il faut faire, c'est déjà pas si mal, mais c'est le minimum, et ça ne devient pas du tout une lutte symbolique, emblématique, comme le CGT et le PC avaient encore la capacité à cette époque-là de le faire, comme ils l'ont fait pour Grandin à Montreuil 75. Voilà un peu pour dire le contexte un peu rapide, en sachant aussi que la CGT est en crise, parce qu'il y a le congrès de Grenoble, ça Marcel Tria pour en parler beaucoup plus longuement que moi, la CGT est en crise, la direction est paralysée, elle est hésitante en fait. Elle est hésitante, elle n'est pas forcément dans la stratégie programme commun. Une partie du monde du travail attend aussi 81. Et c'est ça qui est terrible. Il y a une espèce d'attente, on n'a pas réussi à les luttes. L'extrême gauche qui est en perte de vitesse, qui est en déliquescence, essaye aussi une extension des luttes, une coordination des luttes. Ça prêche dans le désert et les confédérations se méfient d'eux. Et une partie du monde du travail, qui n'est pas aiguillonnée, estimons par les directions, attend 81. Et la part des socialistes, effectivement, ils vendaient 81 comme une promesse. Genre, on va arrêter avec les licenciements et tout ça. Voilà peut-être une manière c'est vrai, non, tu as raison. Non, ce qui est quand même incroyable, c'est quand les copains de Belfort sont venus en train spécial, qu'il n'y ait même pas eu de délégation pour aller à Saint-Ouen, et même que Saint-Ouen ne soit pas allé à Belfort. Moi, c'est des trucs, quand je le revois après coup, qui me sidèrent. Et ça explique, quand il y a le meeting à l'arrivée, que Segui vient accueillir, les copains crient, j'aurais dû le sous-titrer d'ailleurs, Segui à Saint-Ouen, Segui à Saint-Ouen. Parce que, voilà, c'est quand même incroyable que ces mouvements aient lieu et qu'on envoie les gens, pour moi, on envoie les gens au casse-pipe boîte par boîte sans essayer de créer un rapport de force tel qu'on puisse arracher des victoires pour redonner confiance par la suite. Parce que, résultat des courses à l'Alstom, on a cassé le mouvement social. Pendant 20 ans, il n'y a plus rien eu derrière. Enfin, voilà. Donc, moi, c'est pour ça que quand dans le film, ils chantent, ils sont le dernier carré, l'international,
On l'a vu avec Jackie Moreau, avec qui j'ai fait la musique de ce film. Et on s'est dit avec Jackie, c'est pas possible, on peut pas laisser ça, il faut qu'on conteste ça. Et Jackie a eu l'idée, on fait comme Jimi Hendrix avec l'hymne américain, on casse l'international. Je lui dis, mais t'es fou, tous les militants vont nous étrangler. Et après j'ai pensé, oui, t'as raison, il faut qu'on ose aller jusque-là, parce que c'était ça le sens du film. Voilà. Et Jackie, dans la nuit, m'a pris l'international, le matin, il m'était au téléphone, il n'avait pas dormi de la nuit, il me dit, écoute ce que j'ai fait. Et je lui dis, t'as raison, c'est ça qu'il faut. Et voilà, et donc c'était ça ce film, c'était un cri de révolte contre une telle force du mouvement ouvrier qu'on épuise, qu'on envoie à l'abattoir, et voilà, le copain qui prend la parole au milieu du film, qui dit, mais on sent pas, parce qu'ils disent, on va reprendre la lutte à l'intérieur, à l'extérieur. Ça, par exemple, moi j'ai senti qu'à cet âge-là, c'est là que tout allait se décider. Et donc toute la pellicule qui me restait, je sais plus, j'ai dû mettre au moins 5 boîtiers de 110 mètres, là, tout ce qui me restait en péloche, parce que je sentais qu'ils avaient décidé, là, de faire passer l'idée, la lutte va continuer à l'intérieur, ce qui était très ambigu, puisqu'on ne savait pas sur quoi, et donc, moi, c'est toutes ces façons de faire qui épuisent le mouvement ouvrier, qui dégoûtent les gens, et qui fait que les forces vives partent ailleurs, quoi. Enfin, et voilà. Donc c'est un film subjectif, c'est un film où j'ai la rage de ce qu'on fait de cette révolte des gens, qui est magnifique. Et voilà, j'ai... Et ce que j'ai appris, peut-être avec le dos au mur, moi, et avec toi, c'est qu'il faut étudier aussi le conflit, l'intérieur du conflit. Et on apprend beaucoup de choses. Donc. Mais est-ce qu'il y a... c'est-à-dire qu'un conflit, tu filmes la déliquescence du mouvement à la fin. Un conflit a ses contradictions, donc a ses contradictions, ses oppositions internes et tout ça. Et ça, c'est passionnant. Alors, il faut peut-être encore, lors d'une discussion ou par écrit, comme j'essaie de le faire, essayer de voir les enjeux. Tous les enjeux ne sont pas là. On voit beaucoup de choses de cette force ouvrière, de cette parole qui se libère, de cette déliquescence à un moment, de cette hésitation, de cette parole politique des prolos qui analysent eux-mêmes les limites du mouvement ouvrier. C'est les trois champions, ça c'est passionnant. Et en même temps, il y avait plus de conflits encore qu'il n'y paraît. Parce que toi, t'es arrivé avec tes certitudes en tant que militant marxiste-léniniste, maoïste, tu vois, t'as vu que c'était plus compliqué que ça, hein, t'as vu qu'il y avait une espèce de respect de tradition des ouvriers pour le syndicalisme. Toi, tu t'attendais pas à ça, tu vois, donc t'as fait aussi le syndicalisme, tu t'attendais pas à faire le syndicalisme. En même temps, au sein de la CFDT, il y a conflit, hein, t'es en conflit avec le gars qui a la norette bleue, hein, qu'on voit moins quasiment que le gars de la CGT. Donc, tout ça, ça méritait d'être décrypté. Et c'est une parole et un temps politique extrêmement compliqué. Moi, je me rappelle d'avoir montré ce film-là à des jeunes, à Saint-Ouen et ailleurs, où ils disaient j'étais établi. Les gens établis, qu'est-ce que ça veut dire être établi, quoi. Donc il faut aussi redétricoter. Il y a quelque chose d'une épopée, d'intemporel, hein, dans la façon de filmer un mouvement, mais il y a quelque chose qui est très marqué par les années 70, par un taux de syndicalisation beaucoup plus important et un taux aussi de conscience politique et de conflictualité politique beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Donc c'est un film à clé qui mérite encore d'être accompagné. Mais c'est pour ça que vous allez poser des questions et faire des remarques. Si vous voulez. Moi j'ai commencé tout à l'heure à dire l'importance pour moi de la musique dans ce film. Vraiment, je suis infiniment reconnaissant à cette collaboration étroite qu'on a eue il y a près de 4 mois de travail sur la musique avec Jackie Moreau, qui venait du mouvement du rock alternatif. Et c'était vraiment essayer de l'intérieur de donner à lire cette grève. C'est ça où Jackie m'a énormément apporté. Je parlais juste sur la musique parce que c'est important pour moi d'aller vers l'universel, de ne pas rester simplement sur cette grève, mais que la musique porte justement le mouvement interne, c'est-à-dire au début, c'est pour nous comme des ricochets, on appelait ça des musiques africaines qui se répondent avec... Moi, sur la table de montage, il y a des cris de flûte, il y a toutes des rythmiques, et puis plus le film va s'installer, quand par exemple ils sont devant la porte où... ils savent pas, ils disent qu'ils vont empêcher les voitures de rentrer, les voitures rentrent quand même. Jackie a eu l'idée de cette harmonica complètement acide qui traduit le fait que voilà, on fait le contraire de ce qu'on dit. Et puis quand les flics arrivent, qu'on décide la récupération, finalement on la décide pas. C'était tellement incompréhensible cette journée-là. Jackie a eu l'idée, il a chanté, il a divisé par 2 la vitesse à des gueules. Et on dégueulait vraiment sur cette scène.
Et voilà, et jusqu'à l'international qui est Sabret. J'ai essayé à travers la musique du fait que ce film existe, et d'ailleurs c'est peut-être à cause de ça que toujours il est vu, pour lui donner une certaine universalité. Certes, on peut parler des conflits politiques, des établis, du PC, de la CGT, mais au-delà de ça, c'est une vision sur une époque où il y a encore un mouvement ouvrier puissant, qui est bon, même s'il est divisé, avec une jeunesse qui veut changer le monde. Conscience de classe aussi, c'est les femmes qui tricotent. La femme qui tricote à la porte, elle est formidable. Et en fait, ce mouvement, je m'excuse, on le casse. Et ceux qui le cassent, c'est ceux qui nous dirigent, quoi. C'est pas seulement en face le pouvoir. C'est aussi la manière dont les organisations syndicales, aujourd'hui, sont détachées de cette révolte ouvrière et ne savent pas comment faire avec. Et voilà. Et moi, quand j'ai fait ce film, j'en avais ras-le-bol. D'ailleurs, j'ai quitté l'usine 6 mois avant. Et après, je suis allé avec le mouvement hip-hop parce que j'avais l'impression que là, il y avait une révolte que je ne trouvais plus dans les structures syndicales. J'ai même été embauché comme permanent pendant 1 année. Et je me suis fait virer comme un malpropre pour avoir organisé des rencontres audiovisuelles et mouvements ouvriers. On n'a pas renouvelé mon contrat. Il était permanent au secteur audiovisuel de la CFDT. Voilà. Donc, non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un film en même temps qui n'est pas seulement une vision objective d'une époque, c'est un cri de rage, de révolte contre la manière dont on démolit un mouvement qui est magnifique, qui est beau, qui est... Et cette révolte, effectivement, tu la reprends, tu la recherches et tu la trouves parfois chez ces enfants d'ouvriers, souvent immigrés, dans la culture urbaine et le graphe ou le hip-hop. Et c'est vraiment, il y a une continuité dans ton œuvre. Comment tu passes de l'un à l'autre, comment tu as pensé que la révolte ouvrière, il pouvait y avoir une contre-offensive à partir des usines. Ensuite, pour telle ou telle raison, cette contre-offensive n'a pas lieu et tu la cherches un peu à l'extérieur de l'usine, en banlieue, dans les classes populaires, chez l'immigration. Mais là, il y a une même démarche politique. Et peut-être une dernière question, une dernière remarque, c'est que tu parlais de ton travail, effectivement, c'est un travail cinématographique, tu as voulu traiter ça comme une épopée. Tu as fait un travail, donc, aussi, cette collaboration très intéressante avec la musique. Mais peut-être que tu pourrais parler du son aussi, parce qu'il y a un travail sur le son aussi qui est très important, qui est assez rare dans le documentaire. C'est-à-dire que tu as des couches de son, tu as des bruits d'usine qui se mêlent, qui se chevauchent et qui sont là au service de ton récit. Ouais. Je le disais en faisant les essais tout à l'heure, j'avais oublié à quel point c'est bruyant une usine qui est en grève. C'est-à-dire derrière tous les bruits d'une usine arrêtée, ça déménage, quoi. Sur le film, sans arrêt, c'est où la bande-son essayait de donner à lire. Un bon exemple, c'est la scène où il y a les petits Fenwick qui se baladent, où moi je voulais mettre en évidence l'aspect ludique dans une grève, parce qu'il y a le côté jouissance de faire rouler ces petits chariots jaunes dans la nuit. En fait, il y a au moins 6 pistes son, les sons vrais de ces petits bruits électriques qui circulent dans la nuit. Mais j'ai inventé des petits chiens qui aboient au loin. Et puis, j'ai rajouté, comment ça s'appelle, un animal qui n'existe pas en France, un coyote. Voilà, c'est ça, qui hurle au loin. Je trouvais que ça faisait vraiment western. C'est pour montrer que c'est un western. On est dans une situation où la violence est là, ils ont décidé l'expulsion, et on fait guéguerre, quoi. On joue avec, on ne le prend pas vraiment en main. Et donc il y a le coyote, et un jour c'est un copain algérien, quand je l'ai passé à Saint-Ouen, qui m'a dit « Mais Jean-Pierre, il n'y a pas de coyote à Saint-Ouen ». Et effectivement, et il y a aussi un son de transformateur électrique qui est dans les graves, qui crée de la dimension. Parce que le cinéma, c'est tout ça, et moi je revendique ça pour le documentaire, c'est-à-dire de le travailler comme un opéra, comme quelque chose qui est ludique, qui doit toucher les gens par l'émotion avant tout, et après arrivera la réflexion et les discours qu'on aura dessus. Mais avant tout, c'est de faire passer un moment d'émotion avec ces gens formidables. C'est en ça où ton travail est aussi à l'unisson de ce que font les ouvriers dans le film, parce que ce qui est très frappant dans le film, c'est aussi le côté très ludique de la grève. Ouais. Une espèce de plaisir à jouer ensemble, à arrêter le cours du travail, le cours du temps. C'est en particulier vrai dans la séquence de la table, qui est quand même proprement surréaliste et géniale. Enfin, c'est une idée formidable de se déplacer partout avec cette table.
Et donc, du coup, ton film aussi joue sans cesse à changer de registre, à mettre un carton de cinéma muet pour tout à coup aller rencontrer les gens et montrer le côté décalé de cette séquence, et qui est formidablement intelligente sur l'analyse politique. Voilà, et donc, il y a une espèce de plaisir à jouer avec des gens qui eux-mêmes jouent, et pour le coup, cette distance-là du jeu permet aussi pour le spectateur de ne pas être embarqué dans la dimension possiblement dépressive de ce mouvement qui effectivement majoritairement échoue. Enfin, le film conserve une espèce d'énergie et de radicalité, de désir de se mobiliser, qui probablement naît de cette forme-là, de ce jeu permanent avec le cinéma. Par-delà même, voilà, une espèce d'empathie qui serait trop forte et qui nous ferait sombrer avec, quoi. Voilà. Et pour moi, ça participe de cette espèce d'énergie communicative que le film conserve, y compris quand on voit s'acheminer voilà, l'effondrement de la mobilisation, et on sait qu'on tend vers une fin qui ne sera pas un triomphe absolu, quoi. C'est que ta manière de jouer avec le film, et du coup d'être vraiment en empathie avec cette inventivité des gens, enfin, la façon dont tu rentres avec eux dans la bourse, voilà, tu es un complice, une espèce de type qui fait un clin d'œil, et qui dit on y va, et qui jouit avec eux, une espèce de truc d'être là, dans ce lieu où tu n'as pas vraiment le droit d'être là, et où du coup tu filmes au passage des visages qui normalement ne devraient pas être. Enfin, une espèce de cohabitation impossible, quoi, qui est d'ailleurs un des grands plaisirs du film. Quand on traverse l'usine et qu'on voit les patrons ou les contremaîtres qui sont à l'intérieur du même espace, et que du coup tu filmes leurs réactions, toi aussi tu es dans cette espèce de désir là, de revanche, qui est par ailleurs porteur sans doute de cette expérience que tu as vécue au sein de cette entreprise. Voilà. Et la façon d'assumer cette espèce de plaisir assez enfantin, mais totalement communicatif, fait que voilà, on ne sombre pas, quel que soit le résultat, alors même qu'on sait qu'on va vers une fin qui est assez triste. Un exemple, moi, que j'aime beaucoup, là je l'ai renvoyé justement, je l'ai oublié, c'est quand les femmes font la vaisselle, donc c'est une copine d'atelier qui se met avec la femme qui travaille Landru. Et puis je dis il n'y a pas d'homme, elle appelle Landru, là je fais une fausse coupe géniale où d'un seul coup Landru est là avec sa barbe, et juste éclaté de rire, quoi, parce que et c'est tous ces petites-là qui fait qu'on s'emmerde jamais dans le mouvement. Et moi je dis souvent, parce que genre, t'es à l'usine, que ça a dû te faire chier, mais non, c'est les plus belles années de ma vie. Parce que tous les jours j'avais des trucs à raconter à mes gamins, il se passe quelque chose, c'est vivant, voilà, c'est... Et on voit vraiment ce côté ludique de la grève, ou aussi une culture populaire aussi, vraiment. Une culture populaire à l'écran, et comment cette culture populaire aussi peut réintégrer la culture de masse. Il y avait King Kong qui sortait à ce moment-là, et ils avaient défilé avec des masques de King Kong pour pas être reconnus par la direction. Donc vraiment, il y a une inventivité permanente, et effectivement, il y a un jeu de miroir entre ton identité de cinéaste et celle du monde populaire. Et ça se voit vraiment à l'écran, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, de remarques? C'est toi qui es le maître du temps, hein, Stéphane. Oui. Nous dit. Bon, bah, on applaudit le camarade. Merci beaucoup à tous les deux. Tout à l'heure, qu'on n'ait pas des marques de vélo. Et donc, oui, va sortir un texte de Bruno Muel, un peu grâce à toi, parce qu'elle a redécouvert le texte au Polygone étoilé. On attend avec impatience dans l'histoire du cinéma militant. Et le Polygone étoilé a très bien ressorti un DVD avec Je t'ai dans la peau. Et nous, on a fait le dos au mur avec ce livre qui revient sur cette histoire de grève sous un angle historique, en fait. Avec un très beau texte. Et les éditions communes, donc, qui travaillent avec le Polygone étoilé, sont là. Et donc, ils ont un peu de l'ensemble des livres qu'ils ont édités et des DVD, si ça vous intéresse. Voilà, pour continuer. Merci Jean-Pierre, tout de suite.